Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, hein. Même pendant le Covid, on a réussi à être plus nombreux. Mais bon, c'est comme ça, on embrasse nos 2 petits jeunes qui passent le bac demain. Donc ils révisent, ils font les dernières minutes de révision. Mais on a quand même du beau monde avec nous, parce qu'on a Rémi, qui est avec nous, correspondant à la Dépêche, supporter du TFC, qu'on a déjà reçu plusieurs fois et qui nous a même aussi invité dans son émission. Comment ça va, Rémi ? Bonjour Camille, bonjour Vincent. Merci pour, approche-toi du micro, Rémi. Pour cette invitation. Merci pour cette invitation. Et puis, c'est l'heure du mercato, donc je vois qu'on ressort les joueurs qui effectivement peuvent faire la différence lors de ce mercato. Exactement. Pour amener une plus-value à l'équipe. Exactement. Et en parlant de plus-value, on a Vincent qui, vous allez voir en plateau, vous allez le voir à la technique ce soir. Vincent, c'est le bouche-trou, mais c'est comme ça qu'on appelle ça dans un terme méchant, mais sinon c'est le meilleur mec. L'homme de l'ombre, écoute, dans un bon terme. Comment il va, Vincent ? Tu peux appeler ici Agassi, il n'y a aucun souci. Tu vas essayer de se débarrasser de moi. Chaque saison, je suis là et chaque saison, je suis indispensable. Chaque saison, je suis des meilleurs joueurs. Et je suis toujours là et je dépanne partout. C'est parce qu'il est sous contrat encore, c'est ça ? C'est ça. Mais c'est notre plus gros salaire, on va pas se mentir. Vincent, en tout cas, merci. Vous le verrez, sa petite tête après. De toute façon, il va continuer de gérer les réseaux. Aujourd'hui, pour cette émission, les amis, on va commencer cette émission avec un entretien exclusif. On a eu la chance d'aller au club et d'aller interviewer l'entraîneur des féminines. Donc, on va avoir 20-25 minutes d'entretien avec Antoine Gérard, le coach des féminines de la R1, où on va revenir sur cette saison, cette belle saison que les filles sont en train de faire, la saison de la R2, des 19, de la structure du recrutement, de la structure féminine aussi, un peu son parcours perso. Donc vous allez voir, ça va débuter dans quelques minutes pour cet entretien. On était hier pour aller faire la prise de son. Ensuite, on en profitera avec Rémi. On appellera aussi Mehdi, notre Mehdi national qui prépare les chipots pour samedi. Mehdi et Rémi et Vincent et moi-même, on parlera un peu de mercato. Alors, je vais être clair de suite, on n'a pas d'infos, on n'a rien d'officiel, on ne va pas parler de rumeurs, on va simplement essayer de cibler les secteurs, peut-être s'appuyer sur deux trois rumeurs ou quoi, mais aussi, sans rien de fondé, parce qu'on n'a pas d'infos, j'insiste vraiment sur ça, et le club pour ça travaille de son côté, et tant mieux, mais on va essayer de cibler les secteurs, et pourquoi, surtout expliquer à nos auditeurs pourquoi on aimerait cibler ces secteurs. Et enfin, on terminera par un petit quiz. Donc j'ai un peu spoilé le sujet à Rémi, depuis tout à l'heure ça le travaille, mais vous verrez. Voilà pour cette 159e émission. Vincent, comment on fait pour les réseaux, pour ceux qui nous suivent ? Alors du coup, rendez-vous sur la page Facebook La Feuille de Match, sur la page Facebook aussi de Radio Occitania. Vous pouvez aussi écouter en ligne sur occitania.radio, leur site internet. Et sinon, 98.3 FM. Et après nos petits réseaux, on a Twitter, F2M Foot, Instagram La Feuille de Match, tout attaché. Et le site toujours www.lafeuilledematch.com. Vous pouvez retrouver toutes les émissions, soit en podcast audio, soit en vidéo YouTube. Et pour ceux qui veulent venir aussi participer à l'émission, donc sont invités supporters, n'hésitez pas à remplir le formulaire. On va arrêter de blablater, messieurs. On va passer à quelque chose de très intéressant, puisque les féminines jouaient leur premier match de barrage. Elles se sont qualifiées brillamment. Vous allez l'entendre dans l'interview. On est surtout allé à la rencontre d'Antoine Gérard. Donc on a 20-25 minutes d'interview, d'entretien plutôt avec le coach des féminines. On vous laisse découvrir tout ça. On fera un petit retour ensuite pendant 5-6 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le Facebook Live. On se retrouve du coup tout à l'heure sur Radio Occitanie pour juste après cet entretien. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai. On est à l'association TFC, on a le plaisir de recevoir Antoine Gérard, le coach des féminines. Comment ça va, coach ? Ça va plutôt très bien, au lendemain d'une qualification pour le second tour des barrages. Et oui, hier se déroulait le match retour. Quel est ce sentiment sur ce match avec une victoire 12-0 match retour ? Ouais, alors au-delà du score, c'est plutôt l'attitude des joueuses de la première à la dernière minute qui a été vraiment très très bonne, quoi, et adaptée finalement au contexte, puisque on a fait la différence assez vite dans le match, et l'idée après pour les filles, ça a été de faire un bon match jusqu'à la fin, dans l'optique de se préparer au mieux pour jouer ce deuxième tour. Ça fait 15-0 sur la confrontation aller-retour. C'était une opposition, on va dire, plus faible en face, ou vous qui étiez trop fort ? Non, je dirais que c'est le contexte des 2 matchs a fait que c'est devenu de plus en plus dur pour l'adversaire. On avait fait un match moyen au match aller et en étant assez efficace. Et c'est vrai que là, le fait de marquer très rapidement dans le match, je pense, a fait mal mentalement à notre adversaire. Et heureusement, on n'est pas tombé dans un faux rythme et les filles ont continué à jouer vers l'avant et à être, on va dire, exigeantes envers elles-mêmes jusqu'au bout.
Elles ont respecté l'adversaire, comme on dit. Tout à fait. Tout à fait. Le prochain match de barrage, ce sera une double confrontation face à Monaco, Oui. qui est une équipe, on va dire, un peu similaire quand on regarde leur parcours de leur côté, Oui. avec 18 matchs aussi, 18 victoires. Elles ont un but de plus d'encaisser que nous. Quand on avait reçu Clémentine, nous on avait un peu halluciné sur ce nombre de buts encaissés qui était très faible. Elle nous avait répondu que non, c'était déjà un peu trop. Ouais. Donc du coup, c'est un petit avantage psychologique pour le TEF. Ouais, ça en revient un peu à l'exigence que je vous avais dit qu'elles peuvent se mettre envers elles-mêmes. Après, non, je pense que ça, comme le niveau des ligues peut potentiellement être un peu différent, c'est pas parlant le nombre de buts encaissés à l'intérieur d'une ligue ou d'une autre. Je pense qu'il faut... On arrive sur un barrage, l'idée, et en plus au deuxième tour. L'idée pour l'ensemble des équipes qui sont alignées, c'est de monter en D2. Elles ont toutes affiché clairement cet objectif. Elles ont mis toutes plus ou moins les moyens pour y arriver. Donc je suis pas sûr qu'on ait un avantage psychologique sur Monaco. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est une grosse oppo qui nous attend, mais on n'attendait que ça depuis le début de la saison, donc c'est un plaisir d'aborder ce match. Oui, c'est un peu le choc en plus de ces barrages. Elles ont eu un peu plus de mal à Monaco. Elles avaient perdu 1-0 à Bourges au match aller et elles gagnent 3-1 au match retour. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer le TFC favori ou c'est vraiment tout est remis à zéro parce que c'est un match aller-retour? Je dirais pas ça parce que je pense que Monaco a engagé énormément de choses cette année pour espérer monter en D2 avec des investissements qui n'ont pas été les nôtres. C'est un projet qui est assez jeune avec beaucoup de recrutements internationaux l'été dernier, alors que nous on est plutôt sur un projet avec une base de l'équipe autour de la formation. Donc je dirais que les gens qui veulent aller vite, c'est Monaco, et les gens qui essayent de se structurer sur des bases solides, c'est le TFC, mais pour autant, sur une opposition directe, le niveau sera équivalent. Le match aller se fera là-bas, et le match retour au stadium. Oui. C'est quand même, là pour le coup, c'est un avantage peut-être de les recevoir sur un match retour. On préfère que ce soit dans ce sens-là. D'ailleurs, en parlant de recevoir, hier il y avait déjà un peu plus de monde, on va dire, que sur la saison habituellement, donc un nouvel engouement aussi qui arrive autour des féminines. Ça peut être un atout aussi pour ce barrage. Bien sûr, c'est hyper valorisant pour les joueuses que des gens viennent les supporter, les soutenir. J'espère que ce sera encore le cas dans 15 jours et j'espère même que certaines personnes se déplaceront à Monaco ce week-end. Ça a déjà été envisagé un peu sur les gens qui nous ont suivis tout au long de la saison. Donc c'est plaisant de voir que les filles, elles créent une dynamique autour d'elles et qu'elles peuvent bénéficier du soutien de plusieurs personnes. On va revenir sur la saison. Ouais. Une saison qui est très longue, qui va se terminer le 26 juin, si je ne dis pas de bêtises, qui a commencé assez tôt. Mais ce fut une belle saison, 18 matchs, 18 victoires, 101 buts marqués, 5 encaissés. Est-ce que vous êtes quand même satisfait de cette saison pour le moment? Mais c'est sûr que si on prend les chiffres aujourd'hui, avant les 2 derniers matchs de la saison, c'est plutôt très positif. Effectivement, elle a été très longue et le format de ces barrages avec quasiment une reprise pour nous début août dernier et une fin le 26 juin, c'est un marathon que les filles ont plutôt bien géré. On a la chance de pouvoir aussi s'appuyer sur beaucoup de joueuses et notamment des jeunes joueuses aussi issues des catégories 19 qui ont permis de renouveler, de rafraîchir l'effectif aussi dans les moments où certaines commençaient à fatiguer. Mais globalement, c'est une très belle saison qu'ont vécu les filles et on espère qu'elle sera magnifique à la fin. La montée en D2, c'est l'objectif principal, mais est-ce que ça sera un échec si la montée n'est pas au bout dans 2 semaines? Alors je dirais que le club s'est donné les moyens dans sa projection sur les années à venir et au niveau aussi de la solidité de sa formation de pouvoir rebondir en cas d'échec cette année. Après, personne ne s'est jamais caché de notre volonté d'y arriver à la fin de la saison. Les filles mènent ce projet autant que la direction du club et que le staff. Donc bien sûr qu'on a envie d'y arriver. Après, on a été aussi très attentif au fait de se demander comment on ferait pour rebondir si on n'y arrivait pas. Les deux ont été anticipés du coup. Les deux versions. Bon, ça c'était pour la R1, mais il n'y a pas que la R1, il y a la R2 aussi qui fait une super saison, qui allait chercher le titre de R2 sur la dernière journée à Colomiers. Est-ce que cette équipe, il y a des relations du coup avec la R1? Vous m'avez dit qu'il y avait des montées et des descentes, donc
quand on joue en R2, c'est pas fermé pour aller en R1. Non, les 3 groupes R1, R2 et U19 fonctionnent avec un staff qui travaille ensemble au quotidien. Donc en fait, les liens se font énormément entre les 3 équipes. Il y a beaucoup de U19 qui ont joué en R2 et en R1, des filles de R1 qui ont joué en R2, des filles de R2 qui ont été promues en R1. Sur la saison, il y a eu beaucoup d'ouverture de ce point de vue-là. Donc en fait, les joies aussi ont été partagées. Donc la montée des 19 en élite à Noël dernier a été partagée par l'ensemble du groupe senior. Et au match de Colomiers, les premières à rentrer sur la pelouse au coup de sifflet final, ça a été les joueuses de l'équipe 1 aussi, pour faire la fête un peu avec les joueuses de l'équipe réserve. Donc ça, c'est hyper important. Combien de joueuses ont été utilisées en équipe 1 à peu près, vous savez ou pas? Je dirais une trentaine de joueuses peut-être sur la saison. Ouais, en rotation, une trentaine de joueuses. Ouais, c'est énorme. Ouais, ça l'est. Après, comme l'équipe est très jeune, il y en avait beaucoup qui, sur certains week-ends, et notamment quand on est monté en phase élite en U19, jouaient des matchs en U19 parce que le niveau d'opposition était, pour leur progression, parfois plus intéressant. Ouais. Mais elles sont revenues là sur la préparation des barrages, elles sont revenues avec nous pour préparer ces moments. D'ailleurs en U19, donc, elles ont goûté au groupe élite, ce qui était une grande satisfaction. Ça s'est un petit peu moins bien passé, on va dire, en termes de résultats. Elles ont terminé 5e, ouais. Mais c'était quand même intéressant pour elles d'avoir cette expérience en élite, de se confronter aux meilleurs, parce que Paris, Lyon, c'est ce qui se fait de mieux en France. Ouais, c'était un vrai objectif. Alors on a tendance à penser ici au club que le résultat sur les aspects de formation est loin d'être prioritaire, et que même en U19, je dirais qu'on a souhaité monter justement pour qu'elles vivent ces expériences-là et ces oppositions contre eux, vous l'avez dit, le PSG, Lyon, mais aussi Dijon, Nantes, entre autres, et le Paris FC, et le fait de vivre ces matchs-là les a amenés à se mettre des exigences plus importantes et plus élevées. Et ça a servi au projet général du club, parce que certaines ont vécu ces moments-là et ont participé à la montée de la R2 et au titre de championne à Colomiers, et certaines ont vécu ça et sont en train de vivre les moments de barrage aussi, donc elles apportent la richesse de leur vécu sur tous les projets. Oui, c'est que du bonus en fait, d'avoir pu participer à l'élite et à ce mini-championnat. Exact. On le voit comme ça en tout cas. Ouais. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport aux filles. Alors, la période de mercato masculin c'est ouverte avec toutes les rumeurs qu'on connaît autour du football. Mais chez les féminines, comment ça se passe, et surtout au TFC, comment on va recruter des filles? Est-ce qu'il y a quelque chose d'exclusivement régional? Est-ce qu'on fait du scouting qu'on ne peut pas faire chez les pros? Est-ce qu'on a des détections? Comment on fait pour recruter au TFC? Écoutez, ça se fait. Alors, la data n'a pas de place encore chez les féminines. Les bases de données issues du monde masculin n'ont pas encore développé énormément d'informations et de chiffrage, on va dire, sur les profils de joueuses de niveau national en D1 française ou D2 française ou même à l'étranger. Donc c'est difficile en fait de se baser sur l'utilisation de la data au même titre que chez les garçons. Le club s'y intéresse à la data aussi pour les féminines? On aimerait bien, ouais, le président Comoli y est attentif, mais c'est vrai que pour l'instant les bases de données sont pas assez conséquentes pour on va dire n'utiliser que ça, ou utiliser ça en grande partie pour les filles. Donc on essaye de se servir du réseau qu'on a un petit peu partout sur des observateurs sur le plan national, et on essaye surtout sur le recrutement, parce qu'ici il y a quelque chose sur lequel on peut être en lien un peu avec les garçons, c'est sur les valeurs et la personnalité des joueuses qui vont arriver au sein du club, au même titre que ça a été le cas pour le recrutement des garçons aussi depuis 2 ans. Et un grand intérêt porté à l'homme qui est arrivé dans l'effectif. Là, on est aussi très attentif à la personnalité de la femme qui va arriver dans l'effectif. Ce qui fait la force aussi du collectif, et ce qui fait la force d'un club, tout simplement. Tout à fait. Est-ce que le TEF quand même reste attractif malgré on va dire de fortes équipes autour dans la région, avec, je pense à Rodez, à Montpellier, est-ce que le TFC reste attractif sur le football féminin? Il l'est. C'est sûr que le niveau régional freine les ardeurs des joueuses qui sont en volonté d'en faire leur métier au travers des contrats fédéraux, parce que le niveau R1 n'autorise pas l'aspect contractuel. Par contre, dans la projection et dans la structuration, la formation et les projets menés par le club sur les années à venir
relance un petit peu l'attractivité auprès des joueuses sur le plan régional et national. On a un effectif quand même en plus assez jeune à Toulouse, donc on sait que la formation, c'est un peu comme chez les mecs, entre guillemets, c'est très, très important aussi chez les filles. Et beaucoup de joueuses du 19, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont intégré le groupe. Est-ce que le parcours scolaire aussi est important quand vous recrutez ou quand les joueuses viennent? On sait qu'il y a un nouveau lycée qui a été ouvert en partenariat. Est-ce que les féminines y auront accès aussi à ce lycée, à ce processus? Alors pour le moment, non. Et là-dessus, on est en osmose avec le club. C'était pas une priorité. D'accord. Et le fait que les filles, le fait aussi que une carrière de joueuse professionnelle en tant que telle est d'une fragilité extrême aujourd'hui, à la fois sur le niveau salarial, mais aussi sur la longévité. En moyenne, je pense qu'une carrière de footballeuse excède rarement 7 ans sous contrat à temps plein, donc c'est encore plus court qu'un garçon, avec pas les mêmes salaires. Donc c'est vrai que on se projette plutôt sur le plan d'un accompagnement de la joueuse au travers de ses études, lui permettre finalement de vivre ses études du mieux possible et de pouvoir y associer une pratique du football quotidienne. Voilà. Même si il est possible dans les années à venir, et parce que le modèle économique du football féminin aujourd'hui implique des filles qui ne font que ça au travers des contrats fédéraux. Peut-être que nous aussi on aura des contrats fédéraux à l'avenir, mais avant tout, le but c'est de proposer un projet général à la jeune fille, et je pense que les structures clubs doivent avoir cette responsabilité d'accompagner autant la femme que la footballeuse. Il y a quand même une volonté de professionnalisation dans le long terme pour les filles. Progressive. Après, de professionnalisation aujourd'hui, on peut difficilement en parler dans le foot féminin. C'est pareil quand on parle de contrat professionnel. Aujourd'hui, le football féminin n'est pas associé à la LFP, il est associé à la FFF. Donc on reste pour l'instant sur une gestion de football amateur, même si bien sûr des filles ne font que ça sur certaines structures, des grosses structures. Mais on reste sur les prémices un peu de la professionnalisation, et nous on va y aller étape par étape et en fonction aussi de la volonté du club. Est-ce que le président vous a déjà fixé des objectifs pour l'année prochaine, ou on laisse finir la saison et on en parlera plus tard? Et la problématique, c'est que les objectifs changent du tout au tout en fonction de la montée ou de pas la montée. Donc si on ne monte pas, je pense que le club souhaitera que l'équipe féminine rejoue la montée l'année d'après, et c'est bien normal. Et si jamais on monte, on a la chance de monter en D2 à la fin de la saison, l'objectif sera de se maintenir dans la division. Et la refonte des championnats nationaux féminins va avoir la création d'une D3 féminine. Ouais. Donc ça veut dire que ce ne sont que les 6 premiers de chaque groupe de D2 qui vont pouvoir se maintenir en D2 l'année d'après. Donc le maintien veut dire les 6 premières places. Sur combien? Une poule de combien? 12. Ah oui, donc la moitié quand même. La moitié qui descend, la moitié qui descend en D3, la moitié qui se maintient en D2. Voilà. Ah on n'y est pas encore, mais en tout cas... Dans l'optique, même si on va en D2, ça sera quand même pas fait l'année d'après, il faudra encore tout à fait. Travailler très dur pour pouvoir y rester. Est-ce qu'il y a des secteurs à renforcer dans cette équipe? Est-ce qu'on prépare un mercato aussi du côté des féminines, ou pareil, on attend la fin de la saison et on verra en fonction des résultats. Ouais, on a essayé d'anticiper un petit peu, et selon les deux versions, monter ou pas monter, parce que c'est difficile de préparer une saison sur le début du mois de juillet. Je sais que le président Comolli aurait aimé, par exemple, faire du recrutement assez tôt, et c'est bien normal en fait, parce que ça permet de créer une stabilité d'effectifs assez vite. Mais chez nous, chez les filles, c'est pareil, sauf qu'on a cette contrainte du 26 juin. Donc on a essayé d'anticiper un petit peu avant, avec l'incertitude de pouvoir proposer un niveau de compétition nationale pour les filles qu'on sollicite. Alors je suis tout seul, mais on a les chroniqueurs de l'émission, on a toujours une question qui revient très souvent, c'est est-ce que vous avez des rapports avec Philippe Montagnier, le coach de la Une? Est-ce que vous échangez un peu sur vos manières de fonctionner, vos entraînements, je sais pas, peut-être pas des choix parce que c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'il y a un échange de compétences ou de... Alors je dirais de manière indirecte, puisque la méthodologie est assez alignée entre le centre, les pros, et cette année il y a aussi les féminines. Donc les échanges sont indirects, il n'y en a pas à collaborer directement avec le coach Montagnier,
Mais c'est marrant que vous me disiez ça. Il y a 2 heures, il m'a envoyé un SMS de félicitations pour la qualification au 2e tour. Donc malgré tout, il porte un intérêt aussi au projet général du club et c'est plaisant. Et si jamais j'ai la chance et le staff de manière générale a la chance aussi de collaborer à l'avenir avec toutes les entités du club et aussi le staff pro, ce sera une énorme richesse pour nous dans notre développement. On va revenir sur votre parcours perso un petit peu. J'ai eu plein d'infos, vous allez me dire si c'est bon ou pas. 2012 master en STAPS. Ensuite on a BEF, donc le brevet d'éducateur fédéral en 2016. On a un certificat fédéral de préparateur athlétique aussi en 2019. Vous êtes rentré au club en 2015 avec les U13 féminines. Et ensuite on a gravi les échelons petit à petit avec les U15, responsable du projet formation coordinateur jeune. Alors ça c'était plus sur les masculins ou féminins? Féminin aussi. La section féminine. Ensuite U19 national. Et maintenant responsable des féminines, de tout ça. La première question qui me vient à l'esprit, pourquoi le foot féminin et pas masculin? Alors j'ai été entraîneur de foot masculin au début, même entraîneur-joueur d'une équipe senior au début de mon parcours et juste après avoir obtenu mes diplômes. Et puis j'ai basculé, j'ai rencontré une joueuse de football de première division pendant mes études STAPS qui m'a un peu sensibilisé avec la pratique, donc j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai été de plus en plus curieux, j'ai aussi encadré une équipe universitaire féminine pendant mes années à moi d'étudiant, et en fait je suis devenu professeur de PS et en arrivant sur la région toulousaine, la première opportunité qui m'a été donnée, c'est d'échanger avec la structure féminine ici. Donc j'ai rencontré José Da Silva, le président de l'association, en entretien, et le feeling est passé, et derrière j'ai entamé mes missions ici, et aujourd'hui je me sens très bien avec le public féminin ici à Toulouse. J'apprécie de travailler pour de multiples raisons avec des filles, même si la porte n'est pas fermée au fait de retravailler un jour avec des garçons, mais aujourd'hui en tout cas je m'épanouis dans le football féminin. Donc là ça peut être féminin, ça peut être une opportunité ailleurs masculin, mais il n'y a pas de... Oui, mais de manière générale je dirais que je suis inscrit dans un projet club depuis 7 ans maintenant, et on a commencé à construire quelque chose, il reste plein de choses à construire, et le projet il est vachement enrichissant et excitant dans les années à venir aussi, donc pour l'instant c'est très riche ce qui est vécu là. Quelles sont les différences majeures, on va dire, quand on entraîne une équipe féminine et quand on entraîne une équipe masculine? Je pense qu'on aurait tendance à énormément cloisonner le football féminin et le football masculin. Il faut pas, parce que c'est le même sport. Et on aura tendance aussi à coller un petit peu des étiquettes de filles plus à l'écoute, je pense surtout que c'est une construction sociétale en fait. Les filles, on les a pas forcément formées pour... je sais, c'est très ancré, mais elles sont pas amenées ou invitées à prendre des décisions dans la culture et la société, donc forcément que l'idée est un peu faussée au départ. Moi je pense que les filles méritent autant d'intérêt que les garçons au travers du football, et surtout je pense qu'il faut absolument pas cloisonner les uns et les autres. En fait, c'est juste elles ont été construites différemment dans la société au départ, et qu'il faut essayer de casser ces codes là progressivement. Est-ce que, comme vos joueuses, vous travaillez aussi à côté? Vous étiez prof de PS, est-ce que c'est toujours le cas? Toujours, à temps partiel. Je suis un peu sur les deux. Voilà, je suis prof de PS, mais beaucoup au club. Je partage mes missions entre les deux. Les doubles journées sont pas trop dures à gérer? Quand on fait ce qu'on aime, très honnêtement, c'est plus facile, les journées passent plus vite. Du coup, c'est quoi une journée type du Antoine Gérard, coach féminine? En fonction de... souvent, les demi-journées, les matinées démarrent par les cours de PS. Donc, j'arrive souvent au club en début d'après-midi. Mais en fait, comme les emplois du temps ne sont pas toujours réguliers, dès que j'ai une demi-journée de libre, on va dire, qui n'est pas prise par les cours de PS, je la passe ici. Voilà, et j'arrive après mes cours, si c'est sur l'après-midi, j'arrive à chaque fois après mes cours ici à l'association pour travailler en lien avec le staff sur la semaine qui nous attend.
y a des élèves qui vous reconnaissent un petit peu ou pas, qui vous demandent des petites infos, des petits tips, je sais pas, pendant les cours ou pas? Non, ils ne demandent pas d'infos. Ils chambrent souvent sur les scores des pros. Alors au début de l'année, c'était beaucoup sur les scores des pros. Et puis je les ai invités un peu et orientés sur les réseaux féminins. Et du coup, ils me taquinent un peu sur les scores féminins de manière générale sur toutes les catégories. Et c'est plaisant là aussi d'intéresser aussi les élèves aux filles autant qu'aux garçons, quoi. Bon, bah, super. Écoute, merci beaucoup. On en a fini. C'était un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir. On va croiser les doigts. On espère avoir de très bonnes nouvelles d'ici 2 semaines. Nous, en tout cas, on sera pas à Monaco, je vais pas mentir, mais on sera là le 26 juin pour venir encourager les filles et pourquoi pas fêter encore une montée, parce que de bonnes choses dans le club avec les 17 aussi qui ont encore des champions de France, la R2, les féminines, les 19 en élite, les pros qui remontent en Ligue 1. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à finir tout ça. Et comme vous avez dit Clémentine lors de l'entretien, normalement le 26 juin, tout le monde doit faire la fête tous ensemble. Donc, on aimerait beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Et on est de retour sur Radio Occitanie dans la F2M Toulouse. C'était l'entretien de Antoine Gérard, le coach des féminines. Voilà, j'espère que vous avez appris un petit peu plus sur toute cette saison, sur le coach. En tout cas, c'était vraiment un moment très sympathique qu'on a pu partager avec lui, que j'ai eu la chance de partager avec lui. Je remercie aussi Gabriel de Good Morning Toulouse qui est venu avec moi sur ce moment pour me faire la technique et le montage. Donc je lui fais un petit coucou. Rémi, les féminines, est-ce que tu as suivi un petit peu ou pas trop, juste de loin comme ça? On a suivi de loin, mais après ça confirme comme on dit tout, c'est-à-dire que le club est dans une dynamique quelles que soient les catégories, jeunes, comme tu disais, les féminines, et finalement c'est une saison réussie, donc je pense que on doit être dans un club qui vit bien actuellement, et on va leur souhaiter de bons matchs aller-retour. Et donc, rendez-vous le 26 juin, je leur souhaite en tout cas pour concrétiser l'ensemble de cette saison. Vincent ? On peut rien leur souhaiter de mieux que ça, une montée pour, comme tu disais, la dynamique collective. Mais oui, c'est ça, c'est signe d'une bonne santé d'un club quand on regarde les résultats de toutes des équipes filières, des équipes masculines et féminines, et que tous les résultats sont positifs. C'est que, au-delà de dire que le groupe vit bien, c'est qu'on a mis aussi les moyens et que la structure est présente et elle est surtout professionnelle du début à la fin. Ouais, donc du coup les 2 rendez-vous qui vont suivre, c'est la semaine prochaine à Monaco et ensuite le barrage retour à domicile au Stadium sera le dimanche 26 juin. Nous, en tout cas, on y sera une nouvelle fois en espérant que ce soit de bons résultats. Il y a une belle équipe de Monaco, il y a 2 beaux projets et comme il a pu nous le dire dans l'entretien, il y a vraiment deux cultures aussi un peu différentes. Donc on verra, en tout cas on va suivre tout ça de très près, on vous tiendra bien entendu au courant. Moi je sais pas, j'ai pas d'infos non plus, mais ça serait peut-être bien aussi, ça pourrait être drôle aussi que les Indians, peut-être en fonction du résultat du match aller, si c'est un peu serré, viennent donner un peu de la voix. Écoute, on peut leur faire passer l'idée. Le match est dans le stadium ou Non, ce sera dans les annexes normalement. Ouais. La pelouse de repos actuellement. Oui. Ouais, mais bon, on peut leur faire passer le message aussi. Il y a un maximum de monde. Hein. Mais ouais, en tout cas, il y a de plus en plus de monde et c'est très bien. Elles en sont très fières et très reconnaissantes et ça les booste, parce qu'on va pas se mentir, avoir du soutien sur le côté, que ce soit sur un terrain annexe ou dans le stadium, ça aide toujours et ça pousse toujours à donner le meilleur de soi-même. Et on va recevoir Mehdi. Comment il va, Mehdi ? Eh ben ça va. Bien installé. Ouais, t'es en forme ? Ouais, écoutez, ça va. Maintenant, j'aurais aimé être avec vous, mais... nous aussi, on aurait aimé, parce qu'on n'est pas nombreux ici en studio. Eh ben ouais, il paraît que ça sonne creux dans le studio. Ouais. Après, tu vois, il y a eu le Covid, on était quand même plus nombreux à l'époque, et là, il y a plus rien, et bon, la chaleur, je pense qu'on a canné plus d'un. Non, mais c'est ça, les petits jeunes, ça tient pas la route. Ça passe leur bac aussi. Bon, en tout cas, Mehdi, merci d'être avec nous pour ce petit débat, alors que Vincent va retrouver les studios. On voulait s'attaquer au mercato, messieurs. Alors, je le répète, on n'a pas d'infos, on donnera pas d'infos officielles parce qu'on les a pas, que le club travaille de son côté, travaille très bien, on leur fait confiance, il n'y a pas de souci sur ça. Il y a 2-3 rumeurs sur lesquelles on va s'appuyer, mais nous, ce qui va nous intéresser ce soir, et les chers auditeurs aussi qui nous suivent sur le live, sur le Facebook Live, n'hésitez pas à interagir avec nous, c'est quel secteur il faut privilégier pour ce mercato de Ligue 1. Je vais me retourner vers toi, Rémi. On en a discuté tout à l'heure un peu en off. Le président a déjà annoncé qu'il n'était pas tout à fait
satisfait pour le moment du comment se déroule le mercato. Il a annoncé 10 recrues potentielles. Pour toi, quel est ton avis? Quels sont tes secteurs à prioriser? Comment tu vois ce mercato estival? Déjà en introduction, je suis un peu surpris de sa déclaration sur le fait que ça avançait pas vite et que son objectif c'était de faire l'équipe. Alors ça aurait été une grande première d'avoir une équipe au 30 juin. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui le font. Donc après là où il doit être certainement vexé, c'est de ne pas voir ses dossiers qu'il a préparés en amont avancer comme il voudrait. Pour X ou Y raison. Après, pour répondre donc à ta question, je pense malgré tout, et comme tu disais, on en parlait un petit peu avant, je pense que le cœur de notre recrutement doit se faire quand même malgré tout dans l'animation offensive. Mis à part le fait qu'on doit, je pense, recruter un latéral gauche, mais finalement, dans le secteur défensif, on a quand même des joueurs qui ont confirmé. On est quand même relativement fourni, avec peut-être un point d'interrogation sur le niveau des joueurs au milieu de terrain, notamment sur les rotations, mais devant quand même malgré tout il nous manque un petit peu de monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vrai que d'un point de vue des doublures peut-être, ou même est-ce que certains comme Ratao ou Ado sur un côté gauche sont si indiscutables que ça sur la Ligue 1. Voilà, je suis désolé d'enchaîner par une question, mais... non, mais tu as raison. C'est des questions que je me pose toujours un petit peu aujourd'hui. C'est le bac de philo, fait des ouvertures, t'as raison. Non, moi, c'est Elliot et Auxence. Mehdi, je me retourne vers toi. C'est pas très radiophonique, ça. Qu'est-ce que voilà, hein. On se retourne vers toi grâce à la super technologie du téléphone. Est-ce que tu es d'accord avec Rémi? Il s'est tourné du bon côté, il s'est tourné vers chez moi, il n'y a pas de souci. Et franchement, globalement, je suis assez d'accord. Même s'il y a juste un petit point, moi je pense que derrière aussi, en profondeur et voire même en qualité sur la longueur, ça serait peut-être pas mal d'en avoir un de plus, même si je pense que c'est pas une priorité. Et voilà, après effectivement, le milieu de terrain, ça me semble indispensable d'en avoir un ou deux de plus. Ensuite devant aussi, je pense qu'ils vont chercher à prendre un attaquant de plus aussi, que ce soit dans l'axe et voire même un ou deux sur les côtés. Après, je sais c'est compliqué parce qu'on a tous un attachement particulier à cette équipe-là. Le seul poste où on est, je pense, tous unanimes, c'est le poste de latéral gauche, même si on l'aime tous beaucoup d'ici à Gassila. Et on aime tous beaucoup les joueurs qu'on a eu cette saison. Mais dans le lot, il y en a forcément certains qui feront une saison moins bien ou qui passeront pas le cap. Donc ça, c'est au staff et à la data d'analyser tout ça et à trouver les bons pions au bon endroit pour rajouter à cette équipe-là. Et moi, je pense qu'il y a certains qui confirmeront, mais tous ne confirmeront pas. Voilà, moi, j'ai pas. Qui va confirmer pour toi, à ton avis? Qui peut confirmer par rapport au niveau affiché en Ligue 2? Qui peut confirmer dans cet effectif-là, dans ce 11 de départ qu'on a pu voir aligné? Franchement, honnêtement, c'est très compliqué à dire. C'est très très compliqué à dire parce que c'est encore une fois des championnats très différents, Ligue 1 et Ligue 2. Même si on jouait plutôt à la manière d'une équipe de première division. Moi, franchement, j'ai beaucoup de mal à identifier ce que ça pourrait donner pour certains joueurs, que ce soit même de Jagerud, la saison qu'il a fait, je sais que je l'aime. Ratao, j'ai un doute pour la Ligue 1. Ricili, j'ai un doute pour la Ligue 1. Franchement, je doute presque de tout le monde, en fait. Je suis presque sûr de rien avec cette équipe-là. Alors, c'est peut-être moi qui suis pessimiste. Mais franchement, j'ai des doutes pratiquement sur tout le monde. Voilà. Rémi, toi, qui pour toi peut confirmer Je me suis amusé à écrire quelques noms. Je pense qu'effectivement, pourrait confirmer à Dessler. Je pense que le milieu de terrain, Van den Bomen, Spearings, va confirmer. Après, de Jagerud, il y a aussi le poids de l'âge quand même, malgré tout, et des blessures. Il a été blessé. Il a passé la trentaine. Je pense qu'effectivement, il peut enchaîner, mais est-ce qu'il peut faire 35 matchs dans la saison à taux plein, entre guillemets? Ça va être compliqué. Après, Ngou est très formaté Ligue 1, donc je pense qu'il peut réussir plus qu'en Ligue 2, même. Par sa vitesse. Enfin voilà, il y a plus d'espace quand même en Ligue 1 malgré tout. Et après, il est, on l'aime autant qu'on peut le détester quand il est transparent sur certains matchs. Maintenant, quand tu vois, Mehdi, tu fais l'introduction en disant on va recruter un 9, j'aurais tendance, moi, à me dire
pourquoi finalement Est-ce que c'est prioritaire de recruter un neuf moi j'aurais plus tendance à viser des joueurs de côté. Vraiment le pendant de Ngoumou on l'a pas en fait en Ligue 1 et ça permettrait peut-être à Ratao de jouer plus devant, dans l'axe par exemple. C'est intéressant ce que tu dis Rémi sur les profils de joueurs. C'est vrai que la Ligue 2 et la Ligue 1 c'est vraiment pas la même chose et que ça c'est déjà arrivé même souvent que des joueurs qui passent limite à travers en Ligue 2 ou qu'on ne voit pas trop en Ligue 2 explosent en Ligue 1. Parce que c'est vraiment des championnats différents finalement. C'est comme limite venir de l'étranger et découvrir une nouvelles habitudes, un nouveau rythme. Donc au final, oui, on peut très bien avoir des surprises, des joueurs qu'on n'entendait pas et qui peuvent faire une bonne saison en Ligue 1. Après, c'est sûr que oui, on a quand même Kita va faire une bonne saison en Ligue 1. Mais pourquoi pas Moi j'étais sûr que tu dirais ça. Ouais, c'est pour chambrer. Au final, ceux qui ont le le plus... Ça lui ira mieux, certainement. Ouais. S'il fait une bonne préparation, tu verras qu'il sera dans le groupe en début de saison. On y reviendra sur lui, mais c'est des jeunes joueurs que je pense qu'il faut leur laisser le temps. Ouais, mais au final, ceux qui ont côtoyé le plus le haut niveau cette saison, c'est pas forcément des remplaçants qui ont joué en Ligue 2, hein, ça va être les U17, les U19 qui eux ont joué à un niveau national contre des équipes, le PSG qui jouait la Youth League. Enfin voilà, je schématise, mais au final, ouais, c'est confrontés au haut niveau. Par rapport à tout ça, on parle comme si tout le monde restait, bien sûr, mais il va y avoir des départs. Il va y avoir des mecs qui vont sûrement partir, et c'est peut-être là où le danger va exister. Je pense qu'on est tous unanimes, comme on l'a dit, le latéral gauche, Isaga, on sait qu'il est là, il restera là tant qu'il pourra ou quoi, mais il faut une doublure, il faut un mec voire même plus fort que lui, oui. Bon, après, mais après, il a fait le boulot. Hein. Voilà, ça dépend du coach. Puis, on a vu la Ligue 1, c'est dur. Hein. Je veux dire, tes doublures, tu fais pas 3 matchs, t'en fais 15-20. Mais justement, juste une chose. On dit qu'on n'a pas de certitude sur les joueurs parce qu'en fait, on les a jamais vus forcément en Ligue 1. Exactement. Le seul qu'on a déjà vu en Ligue 1, c'est Isiaga Silla. Diakité. Et on est sûr que c'est trop simple. Ouais, mais Diakité, pour moi, c'est pas représentatif parce que c'était au début de sa carrière et sur l'enthousiasme, et le plus dur, c'est de confirmer. Donc le plus dur pour Diakité, s'il s'impose, ça sera maintenant. Voilà. Et après, un autre qui a un peu joué en Ligue 1 et qui n'avait pas forcément fait l'affaire à l'époque, mais c'était pas chez nous, c'était Maxime Dupé. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il était redescendu ensuite en Ligue 2. Et juste pour répondre à Rémi sur le numéro 9, c'est juste qu'effectivement, en termes de quantité, si on veut, on a Ado et Ili qui peuvent jouer à ce niveau-là. Et Begraoui. Est-ce que les deux passeront... Oui. Oui, il est encore dans l'effectif. Oui, non. Mais est-ce que les deux passeront le cap? Franchement, je sais pas. Honnêtement, je suis incapable de le dire. Incapable. Et je pense aussi au niveau des départs qu'on aimerait tous les garder. Mais non, en fait, il faut pas parce que c'est. Je pense qu'il faut se préparer psychologiquement. Voilà, exactement. Mais il l'a dit d'ailleurs, le président, dans les 2-3 interviews qu'il a fait à SoFoot, la Dépêche et tout. Tu comprends que t'en as 2-3 top joueurs de cette année qui risquent peut-être pas 2-3, je sais pas, mais 1 ou 2 qui risquent de partir. L'été arrivé, c'est les premiers abandons commencent. Ouais. La SPA de l'UNFP va bientôt ouvrir. Maxime Dupé. Il est gardien. On voit beaucoup de débats sur lui. Beaucoup n'ont pas été satisfaits de sa saison. Beaucoup disent qu'il sera assez limité pour jouer en Ligue 1. Il y a des rumeurs comme quoi on cherche un autre gardien. On a aussi Isaac Peterson, parce que moi je l'enlève pas de la course, le petit Peterson aussi, parce que quand on l'a recruté à l'époque, c'était pour être un 1 bis. Au final, il a eu du mal à s'imposer, peut-être à s'adapter, je sais pas. Qu'est-ce qu'on en fait et je vais mettre les deux dans le lot. Qu'est-ce qu'on fait de Max et Isaac? Faut arrêter de compliquer les gardiens. Là, c'est vrai qu'on commence à en avoir beaucoup, à moins qu'on ait un club. Et il y a Guillaume Rest aussi qui a signé pro. À moins qu'on ait des clubs à qui il est prêté et qu'on ait une politique de prêt pour qu'il ait sa guérir ailleurs avec du temps de jeu. Il faut arrêter. Si on recrute, c'est forcément qu'il y a un départ là. Moi, Dupé, je le tenterai. Honnêtement. Tu le gardes toi pour la saison prochaine? Je le garde, mais en concurrence. Donc, est-ce que Peterson est prêt? Si Peterson est prêt, en concurrence, c'est Peterson. S'il n'est pas prêt, notre gardien, pour que c'est en concurrence, il faut qu'il y ait un des deux qui parte. Et avant de me rentrer vers Rémi, si on recrute un gardien, qui c'est pour toi qui peut partir? Pas qui doit, mais qui peut partir? Dupé, au final, c'est quand même 2 ans qu'il joue titulaire tout le temps. Donc, ce serait quand même rétrogradé que d'autres sur le banc, surtout à son âge. Je pense qu'il a envie de jouer. Et puis, je pense que peut-être que des bas de tableau Ligue 1, voire des hauts de tableau Ligue 2 seraient fortement intéressés par ce profil. C'est quand même un gardien qui tient la route, au final. Même Clermont, voilà. Clermont, il les fait, oui. Oui, même quand il arrive de Clermont, pour suivre un peu Clermont, quand il arrive, j'étais très content. Il était meilleur gardien de Ligue 2, pratiquement. Voilà. Non, mais Clermont, cette année, ils ont joué sans gardien. Aussi, oui. Un peu galère, mais ils n'avaient pas de gardien, donc ils seraient contents de l'avoir. C'est clair. Rémi. Je suis très embêté avec ce débat. Pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai jamais été très tendre avec lui. Mais le sortir
alors que l'objectif est atteint me pose un tout petit peu problème. Le deuxième point sur lequel je suis très embêté avec ce débat, c'est que très ouvertement, c'est le premier poste qui a été remis en question par le président. Oui, c'est dans vrai. la com. C'est vrai. Ce qui veut donc dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que je pense que tu as la réponse à ta question. Si un gardien qui arrive, Dupé s'en va. Parce que je pense que ça ne sera pas compatible. On a rarement vu des gardiens passer numéro 1, numéro 2 quand il y a une montée. Donc ça veut dire que soit effectivement il y a déjà un gardien, et c'est là où je pense que notre ami président Damien Comolli doit avoir un petit peu les boules sur le recrutement, parce que je pense qu'il pensait annoncer son gardien très vite et gérer ce dossier-là, et en fait on va se retrouver à démarrer la prépa incessamment sous peu avec ce problème, et on se moque souvent du Paris Saint-Germain avec ses multiples gardiens, mais finalement à moindre mesure on aurait le même problème en fait, c'est-à-dire que oui, Peterson, mais bon, il s'est jamais imposé en Ligue 2, donc je vois pas comment par l'opération du Saint-Esprit il s'est jamais imposé, parce que Dupé performait aussi. Ouais, voilà, donc je suis très embêté effectivement avec cette situation-là, parce que pour moi c'est je sais pas. Alors après, si les noms qu'on a entendus, c'est les futurs Peter Sech, Isaacson et compagnie, pour ceux qui ont les références, et qu'on arrive à trouver la pépite de gardien de but, mais tu l'as dit, on devait déjà le faire avec Peterson, ça, à l'époque. Et finalement, on n'est pas plus avancé aujourd'hui. Des réactions ? Ouais, pas mal de réactions sur les réseaux du coup par rapport au gardien. Pour Bernard, Peterson est trop petit, et pour lui il est loin du niveau même Ligue 2. Pour Fred, il faut un gardien indiscutable qui accompagnera Reste pour grandir. Dupé est un gardien haut de tableau Ligue 2, pas plus, et il est rejoint aussi sur le fait qu'à 29 ans il ne devra pas être numéro 2, c'est évident. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Oui, vas-y. Ouais, d'autres réactions sur le mercato du coup de manière générale. On a Bernard qui nous a fait du coup la liste de courses. Il faut un gardien, 3 défenseurs, 2 milieux et des attaquants pour doubler tous les postes. Il joue à Football Manager, lui. Pour Johan, le mercato vient de commencer, donc ça va se décanter vers fin juin, début juillet, c'est pas la peine de s'enflammer. Pour Fred, du coup, de manière générale, vu la provenance de nos recrues depuis 2 saisons, on part de l'inconnu sur le niveau Ligue 1 de notre effectif. C'était du coup Dupé, Silla comme référence de joueurs qui ont connu la Ligue 1, comme Mehdi tout à l'heure. La colonne de l'effectif, c'est gardien, défenseur central, un leader technique au milieu et un buteur. À partir de là, on voit bien qu'il faut recruter en effet quasiment partout. Et surtout, il dit que pour lui, Ratao, c'est notre Memphis à nous, il aura le niveau. Ouais, le blanc. Ça, cette colonne, dans l'absolu, on l'a. Enfin, que quelqu'un me dise pas qu'on n'a pas la colonne. On a la défense centrale titulaire de Ligue 2 qui a été élu meilleure défense centrale. Tu remets Nicolas Senro en Ligue 1 ? C'est une question anodine. C'est exactement. C'est pas la pire. Il a le profil Ligue 1. Ouais. Qui ça ? Rouault. Oui. Mais Nicolas Hyssen aussi, je trouve. Alors Nicolas Hyssen, vu ses progrès, vu sa progression et vu la saison qu'il a faite, à part lui amener un peu de concurrence parce que c'est important, moi je le laisse. Et après, Spearing Van Den Bomen, c'est quand même l'axe central, et ils ont fait leur saison. S'il reste bien sûr, et c'est pareil. Moi je suis pas convaincu que ce soit dans cette colonne vertébrale qu'il faut tout remettre en question. Oui, mais parce que tu vas avoir des départs. Oui, alors voilà, bien sûr. Il y a cette. Oui, là on part dans l'optique de garder tout le monde, mais on sait que c'est compliqué. On a Bernard qui a ajouté un commentaire qu'au final, très clairement, on peut changer leur effectif et ils se sont maintenus. Oui, alors est-ce que l'ambition du coup, avec ce nombre de recrues annoncées, c'est justement de viser plus haut, donc le ventre mou et autour de les 10-12e places pour faire large, ou c'est vraiment assurer le maintien, ou peut-être aussi tout simplement pallier certains départs qui seront inévitables, doubler certains postes et être un peu plus large sur un effectif, parce que je pense que le football change, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais les fameux 5 changements, les gars, dans un match, c'est très important, et du coup en termes d'effectifs, tu dois avoir plus large aussi. Tu n'auras pas 12 ou 13 mecs, tu auras 15, 16, 10, il faut que tu aies 17 mecs performants. C'est entériné. Tu l'as toujours, donc je trouve que c'est super important, et c'est pas pareil quand tu débutes un match et que tu as juste 1 ou 2 mecs qui peuvent rentrer, quand tu en as 4 ou 5 qui peuvent faire la différence. Donc je pense que pour aller dans ce sens-là, à mon avis, ça a été réfléchi aussi peut-être un peu comme ça. Après, les priorités vont être le latéral gauche, oui bien sûr, et le fameux joueur de côté. Et voilà, on n'est pas très fan de faire ça, mais on va s'appuyer sur une fameuse rumeur, mais ça parle beaucoup du petit qui a été prêté par Feyenoord, là, le petit ailier gauche. Donc je l'ai, j'ai perdu son nom. J'étais en train de l'avoir. C'est génial. Hazard Caen.
Donc d'ailleurs le compte Twitter les petits poussés a fait un petit thread dessus où il explique un peu qui il est, que c'est un petit dribbleur explosif, un profil à Ngoumou avec 13 buts en plus, je crois, et 11 passes d'ess en D2 hollandaise. Donc typiquement en plus le genre de profil que le TEF peut viser, moins de 25 ans, pas trop cher, un peu feu follet, un peu bon, qui peut faire une belle surprise. Et je te rejoins, c'est là où peut-être qu'on pourra pallier aussi ce côté Ngoumou Ratao. Ado, pour moi, côté gauche, il a dépanné, mais ça reste quand même plus un joueur axial. Ngoumou, c'est le gros point d'interrogation parce que est-ce qu'il va rester au TEF ? Je l'espère du fond de mon cœur. Jusqu'en 2024 quand même. Mais c'est c'est le plus bankable de l'effectif, avec Van Den Boomen et Rouault, quoi. Tu sais que logiquement, c'est le genre de gars où même si tu le vends, logiquement, plus tu tardes à le vendre, bon, par rapport au contrat bien sûr, mais si tu attends un an de plus pour le vendre, tu es censé faire une plus-value déjà, encore plus élevée. Par rapport à d'autres joueurs, tu t'approches de la fin de contrat, tu t'approches de l'âge vieillissant, donc la cote censée baisser. Lui, tu prends pas trop de risques, logiquement, au niveau pari financier, le prolongeant un peu plus. Après, si je joue à Football Manager, moi j'ai un club qui met 15 millions d'euros sur la table Ngoumou, je le vends. Hein. Ah oui, bien sûr. Et de toute manière... J'ai un club anglais qui arrive. Ah ben, je pense que ça sera le cas de... Et il faut s'y préparer avec Redbird. Je pense que malgré tout, ils sont aussi là. Ça a été répété que c'était pas l'ambition. Non, mais ça reste une réalité économique. Comme ça reste du football. C'est évident que tu as le Milan AC qui vient et l'autre club en face. Le Milan AC, tu as pris ça au hasard ou je prends le Milan AC au Chelsea, logiquement il ira plus sur le Milan AC par exemple. Ah bah oui, je pense. Je pense aussi. Globalement, puisque les clubs allemands adorent le TFC depuis. Ils connaissaient pas Toulouse il y a encore 3 ans et là maintenant. Ils ont changé de saucisse du coup. C'est ça. Mehdi, on va faire le petit parallèle parce qu'on a hésité aussi à faire ce débat. On n'a pas trop d'infos. Non, mais pas pour les chipots. Super transition. Merci. Le Milan AC, est-ce que ça peut être aussi, vu que Redbird les a rachetés, est-ce que vous pensez qu'on peut peut-être avoir des joueurs aussi qui viennent s'aguerrir chez nous? Ça peut arriver. Ça peut arriver si c'est un modèle à la City, hein, ça on en avait parlé nous sur la conversation un peu en haut. Mais ça peut aussi ne pas arriver s'ils décident de faire la même chose que Red Bull. Là par contre c'est des transferts et souvent ça va que dans un sens, quoi. C'est du petit vers le gros, quoi, seulement. Donc voilà, et après les échanges du gros vers le petit se font surtout au niveau des données, de l'entraînement et de tout le reste, quoi, et pas forcément sur des joueurs et des transferts. Honnêtement, je vous avoue qu'on est un peu, complètement dans le flou là-dessus, de la manière dont ils construisent les choses. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va devenir, mais moi, ça fait partie un peu. Alors, c'est pas une inquiétude, mais pour moi, il y a ce point d'interrogation là en plus aussi pendant l'intersaison. Qui se rajoute, quoi. Qu'est-ce qu'on va devenir en fait quelque part? Qu'est-ce qu'on va devenir? Après, malgré tout le positif qu'on est en train de vivre, tout ce qui est en train d'être fait. Ce sont des questions qui sont légitimes, hein. Ça fait partie du monde du foot aussi. Je pense on n'en parle peut-être pas assez et je le vois pas assez, mais ça peut être très important pour le club et pour nous, quoi. On préfère pas être Bordeaux de toute façon. Mais après, pour comparer avec les autres clubs qui ont on va dire les clubs satellites ou partenaires ou autres, je sais pas trop comment ça se passe, le poids qui a été mis sur le président que tu as installé dans ces clubs-là, mais Comolli a quand même un sacré poids déjà, puis une sacrée assise. Je le vois mal, la situation, on arrive en lui disant t'es gentil bonhomme, maintenant dès que t'as un bon joueur, tu nous le files gratos et t'as rien en retour. Ça serait quand même complètement inverse à la politique qui a été insufflée depuis 2 ans. Ouais, mais ça ne sera pas du gratos, comme tu vois un peu les transferts, Salzbourg ou Leipzig, etc. C'est pas du gratos. Ouais, mais je vois pas non plus dépouiller, quoi. Il se refile. C'est peut-être juste aussi un partage. Enfin, on s'éloigne un peu du débat, mais c'est juste un partage de données. Peut-être que Milan, en se faisant racheter, vont peut-être racheter la data parce qu'on sait que. Mais ils l'utilisent déjà. Oui, mais voilà, justement, peut-être racheter encore un peu plus de logiciels, être un peu plus performant, faire un partage de données. Bon. En tout cas, sur le mercato, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit jeune du Milan. Hein. Puis c'est toujours le même système de recrutement que Berlusconi avec les filles en soirée. Je pense qu'on peut avoir des sacrées performances. Surtout qu'en Italie, ils sont très friands du trading, de prendre des gamins très jeunes, de les refiler un peu à droite à gauche. Ce que je disais. La structure italienne, c'est qu'ils ont besoin d'énormément de joueurs parce qu'ils ont 12 joueurs sur la feuille de match quand même, un remplaçant. Ils montent à 23, donc en fait ils recrutent à tir larigot des jeunes justement pour compléter leur effectif, et on l'a vu, Milan a pris un Fodé Ballo-Touré, ce genre de joueurs là qui sont pas non plus des cadors mais qui leur permettent de compléter. Il n'est pas à exclure, comme dit Mehdi, effectivement, que certains joueurs, non pas du tout gratuitement, mais puissent aller compléter effectivement l'effectif du Milan AC.
Juste une petite question, parce que après c'est plutôt vos avis, vos ressentis. Parce que je vois Bernard qui dit pour rigoler, Giroud au TFC. Mais est-ce que justement, vous voyez un peu de fantaisie dans ce mercato avec un joueur hors profil, c'est-à-dire un joueur plus ancien, plus bankable? Déjà, il a fait sa liste de courses, il a dit 25 ans, Comoli. Donc, sur ça, il va rester dans sa dynamique, dans son truc. S'il n'est pas content, c'est peut-être parce que ça bug un peu et qu'on commence peut-être aussi à connaître le profil de Toulouse et peut-être que ça commence à mettre des bâtons dans les roues, qu'il y a peut-être des jeux d'agents, j'en sais rien. Mais on va rester dans notre politique, dans notre truc, et je pense qu'ils iront pas vers ça, à moins d'un sans contrat un peu style à la Begraoui, l'offre qu'on peut pas louper. Si on pu la louper, celle-là. Mais voilà, bien sûr. Mais Begraoui, on le vendra, il nous rapportera des sous, c'est pas souci. Mais un truc un peu dans ce style, honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, il y aura pas de folie. On sera toujours sur le même type de profil de joueur. 18e budget, les gars. Enfin, on n'est pas non plus, on va pas non plus rouler sur l'or. Ouais, mais on est sur. De toute façon, il y a optimiser, comme ils le disent, ils utilisent la data de toute façon pour optimiser de toute façon la masse salariale. Donc effectivement là-dessus. Et c'est moi, tu m'as pas laissé le temps de finir, mais le Milan AC le fait déjà ce genre de choses. Donc ça va se poursuivre et c'est pour ça que c'est des clubs qui sont alors à différentes échelles, mais déjà un peu cousins là-dessus. Et c'est pour ça que ça peut être aussi positif, quoi. Ce genre de choses. Ouais, bah écoute, on verra bien de toute manière à quelle sauce on va être mangé ou pas. Il y a un mercato qui est très long. On est le 14 juin, ça termine le 31 août, voire même le 1er septembre, si je ne sais plus exactement. On sait qu'il y a des recrues qui sont arrivées comme Spearings, qui est peut-être l'élément clé aussi de ces 2 dernières saisons, qui est arrivé très tard dans le mercato. Faisons leur confiance. De toute manière, je pense qu'ils ont prouvé que la politique était bonne. Maintenant, on verra bien. Hein. De toute manière, on n'a pas le choix et c'est pas nous qui dirigeons. On verra aussi les premiers départs. Peut-être que ça permettra de débloquer certaines. Van den Boomen, il reste ou il part pour toi? Pour moi, il s'en va. D'accord. Pour moi, il s'en va parce que je trouve qu'il y a trop d'éléments sémantiques depuis quelque temps qui nous préparent à son départ. Que ce soit lui, que ce soit le président. Je pense qu'ils n'arrivent pas à tomber d'accord sur le montant du contrat et qu'à côté de ça, malgré tout, il y a quand même des clubs qui, via des agents, qui essayent de le placer à des contrats qui sont bien plus importants que le nôtre. Donc même s'il aime le club, j'ai peur que... moi j'aimerais qu'on ait l'occasion de lui dire au revoir quand même, mais... Écoute, il y a des matchs amicaux cet été. Voilà. Allez messieurs, on va finir ce débat, on va enchaîner sur le quiz Vincent, je te laisse lancer tout ça et de revenir avec nous. Tu restes là-bas? Ouais, je reste là-bas. Allez, tu restes là-bas, et écoute, c'est parti. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Mehdi, tu restes avec nous? Oui. Allez, parfait. Allez messieurs, un quiz un peu sur la saison du TF, un peu décalé. Il y aura aussi un petit hommage au kebab quiz ou au burger quiz, ça dépend ce que vous écoutez comme émission. C'est parti, combien de journées le TFC a-t-il passé premier? 17. Non. 14. C'est chacun son tour. Pardon, 17. Non. 14. Rémi. 21. Non. Mehdi. 18. Non. Messieurs, c'est... je vous laisse une deuxième chance. C'est moi, j'ai eu plus. la deuxième chance. Non, vas-y. C'est plus. Rémi. 24. Non. Mehdi. Ah oui, non, mais il y a eu le début de saison, il y a eu ça. On a lâché qu'au mois de novembre. La wifi de Mehdi qui marche pas très bien. 27. Ah, c'est bon. 31, messieurs. Ah ouais? Et ouais. Et quelle a été sa plus basse en termes de place? 9e. Non. Non, on a été trop 4e, non? Rémi. Je suis en train de me rappeler qu'est-ce qu'on a fait dans les premières journées, parce que c'est là généralement. C'est là que ça joue. La première journée. Ça a joué dès la première. On a fait 2-2. Ah oui, match nul. Donc on doit être 11e ou 12e. 7e. On n'est jamais descendu en dessous de la 7e place. C'est fou ça. Allez messieurs, qui est notre meilleur buteur en Coupe de France? Chacun son tour. Vincent. Ado. Mehdi. Enfoiré. Ado pour Vincent. Ratao pour Mehdi. Rémi. J'aurais dit Ratao aussi. Eh bien messieurs, vous avez tous raison parce que c'est Ado, Ratao et il est avec 2 buts. Voilà. Et en Coupe de la Ligue, messieurs, quel a été notre meilleur buteur? Comment il s'appelle 2020. Régatin. Non, 2020. Alors, de sa dernière Coupe de la Ligue, quel est notre meilleur buteur? Sanogo. Sanogo. Ok pour Vincent. On parle de 2020, c'est pour la vanne. Ah, mais là, on est retourné en 2020. Là. Eh oui. Ouais. Mais non, on n'est pas. Merde. T'avais des cheveux à l'époque. Ils sont pas premier degré dans cette émission. Non. En 2020,
Sanogo là-bas. Gabriel Sen. Gabriel Sen, Mehdi. Qui c'est qui avait marqué en Coupe de la Ligue à l'époque Je sais pas. En plein test, on est là. Vas-y. Antiste. Non, pas en 2020. Bah, Mehdi, dépêche-toi. Mais je sais, moi. Bon, victoire de Vincent, c'est Sanogo. En effet, Gradel et Koné pour un but, messieurs. 2020. Ouais, 2009. 21, ouais, d'accord, ok. La dernière. Allez, on va enchaîner, messieurs. Qui est surnommé la pépite? Rapidité. Skita. Eh ben non, c'est Guillaume Rest. En effet, si jeune, c'est rare, ça promet un bel avenir. Ça aurait été Skita, on aurait dit la pépite. Et oui, il fallait faire attention. Allez, je vais. Alors là, on va voir. On va avoir une bonne réponse. Là, on va voir les connaisseurs des tribunes, messieurs. C'est une question de rapidité. Vous allez devoir compléter ces paroles. Ça se passait dans le virage Brice à une certaine époque et ça se disait We love you, we love you. We follow, we follow. Non. Ah, merde. Ah, c'était quoi? Oui. Non, vous l'avez pas, j'ai pas la ref. Mehdi, tu l'as? Oh putain, mais ça me revient. Ouais, ça faisait We love you, we love you. We love you. Et après. Eh ouais, c'est un chant du coup anglais qui avait été tenté. C'est Cause We Support Tolosa and That's the Way We Like It. Voilà, le franglais avait commencé déjà à l'époque avant qu'on chante pour Ilé et sa défense qui terrifie toutes les défenses. Ouais, mais c'est quand même mieux de faire avec Gala, parce que le reste des paroles laisse tomber en Occitanie. Ah oui, ça c'est sûr. Pour la petite histoire, j'étais à un mariage il y a 2 semaines, je suis en train de m'endormir, ils ont mis Gala, mon gars, ça m'a réveillé, je suis reparti jusqu'à 6h du mat. On l'embrasse. Allez, pour finir, messieurs, des questions de rapidité. Faudra me dire Ado, Onaiwu ou les deux. Donc, si je vous pose une question, qui l'attaquant japonais du TFC, vous me dites Onaiwu. Voilà, si je vous dis Vincent, il préfère quoi Non, les brunes. C'est bon pour vous? Allez. Il fait souvent des crises. Ado, en effet, 1 point pour Rémi. Il adore les mangas. Les deux, bien joué. Il est polyvalent. Les deux. Onaiwu. Les ados, c'est polyvalent. C'est pour tous les ados quand même. Il a toujours la flemme. Les deux? Ado. Oh non. Ado, les deux peuvent être acceptés. Je ne connais pas la vie personnellement d'Ado. Merci Camille. Il a 3 buts en sélection nationale. Naïou. Bien joué. Il a de l'acné. Ado, j'aurais accepté les deux parce que je connais pas non plus ça. Pas trop non plus. Il n'y a pas un reportage dans les deux avec sur les boutons d'acné d'Ado? Non. Allez, on va finir sur ces belles bêtises. On va te remercier Mehdi d'être venu avec nous. Merci à toi aussi Rémi. Avec plaisir. D'avoir participé à cette émission. Merci à toi Vincent à la technique et on remercie une nouvelle fois le club aussi du Tous. Le club nous a ouvert ses portes avec l'association du TEF où on a pu aller rencontrer Antoine Gérard, le coach des féminines. On vous donne rendez-vous dès dimanche à Monaco pour les plus courageux ou le 26 juin sur les terrains annexes du stadium pour venir supporter les féminines pour leur match de barrage retour pour l'accession en Division 2. Vous retrouvez les émissions dès demain sur YouTube, Spotify et tous les réseaux sociaux. On se retrouve dès la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Bye bye.